Ce n'était pas la première fois que j'étais témoin de quelque chose de bizarre, mais cette fois-ci, j'avais touché l'impossible du bout des doigts. Une fois, j'ai fait un rêve qui m'a marqué à jamais. Ce n'était pas un rêve ordinaire, mais un de ces moments où tout semble si réel, si précis, que vous vous réveillez avec l'impression d'avoir entrevu quelque chose de plus grand. Dans ce rêve, tout était anodin en apparence. Ma femme avait réarrangé notre chambre, ce qui m'a frappé, car elle déteste absolument bouger les meubles ou changer quoi que ce soit dans la maison. Puis, dans une autre scène, mon supérieur au travail me convoquait dans son bureau pour m'annoncer une promotion. Je me suis réveillé avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Pourquoi un rêve si détaillé me semblait-il si important? Mais voilà où ça devient étrange. Une semaine plus tard, ma femme, de manière totalement inattendue, a réarrangé notre chambre. Et pas juste un peu. Elle l'a organisée exactement comme dans mon rêve. Quand je suis entré dans la pièce et que j'ai vu le lit, la commode et les lampes dans cette nouvelle disposition, j'ai eu un choc. C'était comme un déjà-vu, mais encore plus troublant, parce que je savais exactement d'où venait cette impression. J'avais déjà vu ça, dans mon rêve. Puis, quelques jours plus tard, mon patron m'a convoqué. La scène s'est déroulée presque mot pour mot comme dans mon rêve. Il m'a annoncé que j'étais promu, et la satisfaction que j'aurais dû ressentir était mêlée à une sorte de vertige. Comment pouvais-je avoir vu ces événements avant qu'ils ne se produisent? Ce qui m'a le plus troublé, c'est que ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça arrivait dans ma famille. En parlant avec ma mère, j'ai découvert qu'elle avait elle aussi souvent des rêves prémonitoires. Elle m'a raconté des histoires qui m'ont donné la chair de poule. Par exemple, elle avait rêvé un jour qu'une amie d'enfance, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, allait l'appeler pour lui annoncer une grande nouvelle. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné, et c'était bien cette amie, qui venait de se fiancer. Elle m'a également parlé d'un rêve qu'elle avait fait quand elle était jeune, où elle voyait un accident de voiture très spécifique. Elle a décrit la route, les voitures impliquées, et même la couleur d'une écharpe que portait une des personnes. Ce rêve lui a semblé si réel qu'il l'a hanté pendant des semaines. Quelques mois plus tard, elle a appris qu'un accident similaire s'était produit exactement comme elle l'avait vu. En grandissant, elle avait appris à accepter ses rêves comme une partie d'elle-même, même si elle ne les comprenait pas totalement. En discutant avec elle, elle m'a dit qu'elle pensait que certaines personnes étaient plus sensibles à ces visions, qu'elles captent des fragments de ce qui pourrait arriver, comme si leur esprit était légèrement désynchronisé avec le présent. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a raison. Peut-être que certains d'entre nous ont cette sensibilité particulière, une sorte de connexion à des réalités ou des lignes temporelles qui dépassent ce que nous comprenons. Peut-être que nos rêves sont plus qu'une simple activité nocturne de notre cerveau. Et si, dans ces moments, nous avions un aperçu d'un potentiel futur, ou même d'une version parallèle de notre vie? Depuis ces expériences, je fais plus attention à mes rêves. J'y trouve parfois des détails étranges qui finissent par se refléter dans ma réalité. Ce n'est pas systématique, bien sûr, mais suffisamment fréquent pour que je ne puisse plus balayer ça d'un revers de main. Ma mère et moi partageons ce lien, cette capacité étrange, et je me demande souvent si c'est héréditaire ou simplement le fruit du hasard. Cela m'a changé. J'aborde désormais les rêves avec curiosité et un certain respect, comme si, parfois, ils nous offraient un accès furtif à un univers plus grand que ce que nous pouvons voir. Peut-être sommes-nous, ma mère et moi, un peu plus sensibles à cette connexion. Ou peut-être que chacun a cette capacité, mais que peu d'entre nous savent l'écouter. J'ai eu un accident une fois, un de ces moments où le temps semble ralentir et où tout devient flou. Une voiture m'a percuté violemment sur le côté alors que je traversais une intersection. J'ai senti l'impact secouer toute ma voiture, le bruit sourd du métal froissé résonnant dans mes oreilles. Heureusement, ce n'était pas un accident très grave, aucune blessure sérieuse, juste des dégâts matériels et une bonne dose de frayeur. Je tremblais encore en essayant de reprendre mes esprits. À ce moment-là, j'étais loin de chez moi, dans une autre région pour mes études universitaires. J'étais jeune, seul, et dans un état de choc. À peine quelques minutes après l'accident, alors que je me tenais là, immobile dans la voiture,
mon téléphone a vibré. C'était mon père. Le voir apparaître sur l'écran à cet instant précis m'a presque semblé irréel. Je me suis empressé de décrocher, les mains encore tremblantes. Avant même que je ne puisse dire un mot, il m'a demandé, inquiet, « Est-ce que tout va bien ?» Sa voix portait une urgence, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Il m'a expliqué qu'il avait ressenti une poussée soudaine, un besoin inexplicable de m'appeler, comme une intuition qu'il ne pouvait ignorer. Je lui ai raconté en détail ce qui venait de se passer, ma voix tremblante trahissant encore ma peur. Il m'a écouté, me rassurant avec cette chaleur qu'il savait si bien transmettre, même à distance. Nous avons toujours eu ce lien fort, presque mystique. Il semblait toujours savoir quand j'avais besoin de lui, sans que je n'aie jamais à le lui dire. Ce jour-là, sa simple présence, même à travers un téléphone, m'a redonné un peu de calme. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est parti, et il me manque chaque jour. Je repense souvent à cet instant, à cette connexion particulière que nous partagions. Parfois, je me surprends à souhaiter qu'il puisse encore m'appeler, juste pour entendre sa voix une dernière fois. Mais je me demande aussi ce que je ferais si cela arrivait vraiment, maintenant qu'il est parti. Peut-être que ce serait l'un des moments les plus étranges et inexplicables de ma vie. Pourtant, je sais que si le téléphone sonnait et que son nom apparaissait sur l'écran, je décrocherais sans hésiter, prête à entendre une fois encore cette voix qui m'a tant manqué. C'était une nuit comme les autres chez ma grand-mère. J'étais allongé sur le canapé dans le salon, incapable de trouver le sommeil. Tout était silencieux, et seule l'obscurité enveloppait la pièce. Ma sœur dormait à l'autre bout du salon, et ma grand-mère, comme souvent, s'était installée dans un fauteuil près de nous pour veiller. C'était une habitude rassurante qu'elle avait, rester avec nous jusqu'à ce qu'on s'endorme. Alors que je fixais le plafond, perdu dans mes pensées, quelque chose d'étrange s'est produit. Un kaléidoscope de lumière et de couleurs est apparu. Les formes lumineuses dansaient doucement, projetant des motifs envoûtants sur les murs et le plafond, comme une sorte de spectacle hypnotisant. Les couleurs changeaient, tourbillonnaient, presque comme si elles avaient une vie propre. Je suis resté là, immobile, à les observer en silence, émerveillé et un peu inquiet. Puis, sans prévenir, les lumières ont disparu, me laissant seul dans l'obscurité. J'ai fini par m'endormir, encore troublé par ce que je venais de voir. Le lendemain matin, alors que nous étions tous réunis autour de la table pour le petit déjeuner, ma grand-mère a soudain évoqué ce qu'elle appelait le spectacle de lumière de la veille. Elle a décrit en détail ce que j'avais vu, les couleurs, les formes mouvantes, la manière dont tout semblait flotter et danser dans la pièce. Sa description était si précise qu'il n'y avait aucun doute qu'elle avait vu exactement la même chose que moi. Je me suis figé, étonné. Jusque-là, j'avais cru être le seul témoin de ce phénomène. Mais son récit n'a pas suscité la même fascination chez tout le monde. Mon père et ma tante ont échangé des regards inquiets. Ils ont commencé à murmurer entre eux, laissant entendre qu'ils craignaient que ma grand-mère perde peut-être la tête ou commence à avoir des hallucinations. J'étais jeune à l'époque, et dans mon esprit d'enfant, j'ai eu peur que si je disais avoir vu la même chose, ils pensent aussi que quelque chose n'allait pas chez moi. Alors je me suis tu, gardant ce secret pour moi. Avec le temps, cette nuit est restée un mystère qui me hante encore. Si ma grand-mère ne l'avait pas vu, j'aurais facilement pu mettre cela sur le compte de mon imagination ou d'un rêve étrange. Mais son témoignage précis me laisse perplexe. Quand j'étais petit, il y a eu cette nuit étrange qui m'a toujours marqué. Mon père m'a réveillé au beau milieu de la nuit, il devait être 2 heures du matin. Il a juste dit, « Prépare-toi, on va au McDonald's ». J'étais complètement perdu. J'ai demandé encore et encore pourquoi on faisait ça, mais il ne répondait rien d'autre que « parce que » ou « pour s'amuser ». Ce qui était encore plus bizarre, c'est que le reste de la famille, mes 2 frères, ma sœur et ma mère, n'est pas venu avec nous. Ils dormaient encore quand on est parti, à ce que je me souvienne. Quand on est arrivé, le coin des jeux était fermé. On s'est juste assis là, dans la salle quasi vide, à manger nos repas. Mon père n'avait pas l'air pressé, mais il était inhabituellement silencieux, comme s'il évitait mes questions.
On a passé peut-être 1 heure dans cet étrange tête-à-tête nocturne, puis on est rentré à la maison comme si de rien n'était. Depuis ce jour, je n'ai jamais compris ce qui s'était passé. Quand je lui en parle maintenant, il jure qu'il ne se souvient de rien. Mais cette nuit-là était si étrange, si hors du commun, que je n'ai jamais pu l'oublier. Le plus dingue, c'est que j'ai gardé le jouet que j'avais eu dans mon Happy Meal ce soir-là. C'est littéralement la seule preuve que cette nuit a réellement existé. Aujourd'hui encore, à 23 ans, je regarde parfois ce jouet et je me demande, pourquoi ? J'ai réfléchi à toutes sortes de théories. Peut-être que ma sœur avait fait pipi au lit et que mes parents avaient peur que je me moque d'elle s'ils me laissaient dans la maison pendant qu'ils nettoyaient. Ou alors, ils avaient vu des rats dans ma chambre, et ils avaient besoin de me tenir éloigné pour gérer ça sans m'affoler. Ces hypothèses pourraient sembler plausibles, mais le comportement de mon père rend tout ça encore plus mystérieux. Il refuse catégoriquement d'admettre que cette nuit s'est produite, comme s'il voulait effacer l'événement de sa mémoire, ou comme si la vérité était bien plus dérangeante que ce que je peux imaginer. Le pire, c'est que plus il nie, plus mon imagination s'emballe. Et si c'était quelque chose de vraiment sérieux ? Si je lui demandais aujourd'hui, et qu'il me répondait un truc du genre « Oui, ta sœur a fait une bêtise et on ne voulait pas que tu sois là », je pourrais comprendre. Je lui dirais même « Ok, bonne idée, c'est réglé ». Mais il continue de nier l'évidence, et ça ne fait qu'ajouter à cette aura étrange autour de cet épisode. Cette nuit reste gravée dans ma mémoire comme un mystère que je ne résoudrai probablement jamais. Pourtant, chaque fois que je vois ce petit jouet, je me souviens d'un sentiment d'étrangeté profonde et de la question qui reste sans réponse, qu'est-ce qui a bien pu se passer cette nuit-là ? Une nuit, un peu alcoolisé, j'ai passé des heures avec des amis à griffonner des idées et à discuter d'un projet artistique sur lequel nous travaillons ensemble. L'ambiance était détendue, presque euphorique, et nos esprits s'emballaient. On avait cette idée un peu folle, utiliser un extincteur rempli de peinture pour créer un effet de fond spectaculaire, que ce soit sur une énorme toile ou même dans une pièce entière. On trouvait ça brillant, mais un peu irréalisable. Où est-ce qu'on pourrait trouver un extincteur pas cher ? Et est-ce que cette idée marcherait vraiment comme on l'imaginait ? C'était une de ces discussions animées qui s'étirent jusqu'aux petites heures du matin. Vers 5 heures, je décide de quitter l'appartement de mes amis pour attraper le premier métro et rentrer chez moi. Fatigué mais encore porté par l'excitation de nos idées, je sors dans la rue. Et là, 2 rues plus loin, je m'arrête net. En plein milieu du trottoir, posé comme s'il m'attendait, il y avait un extincteur. Vide. Juste là, abandonné. J'étais sidéré. Je me suis presque pincé pour vérifier que je ne rêvais pas. La veille, on parlait de ça comme une idée farfelue, et maintenant, voilà un extincteur qui apparaît comme par magie. C'était tellement absurde et parfaitement synchronisé que je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai ramassé et ramené chez moi. Je marchais dans les rues encore calmes du petit matin avec cet extincteur sous le bras, en rigolant tout seul de l'étrangeté de la situation. Quand je me suis réveillé plus tard dans la journée, ma première pensée a été « Est-ce que j'ai rêvé tout ça ?» Mais non, il était bien là, dans le coin de ma chambre, témoin silencieux de cette coïncidence complètement improbable. Ce qui me fascine encore aujourd'hui, c'est à quel point c'était une situation unique. Je n'ai jamais trouvé d'extincteur vide dans la rue avant ou depuis ce jour-là. C'était comme si l'univers avait décidé de participer à notre brainstorming, juste pour nous donner un coup de pouce. Depuis, chaque fois que je repense à cette nuit, je ne peux m'empêcher de sourire en me demandant si ce genre de coïncidence est vraiment un hasard, ou si, parfois, nos pensées les plus folles peuvent véritablement attirer des réponses inattendues. En l'an 2000, j'avais 21 ans, tout comme ma copine de l'époque, et nous venions d'emménager dans une maison de conseil à Essex, au Royaume-Uni, avec notre fille de 2 mois. C'était une maison modeste, un nouveau départ pour notre petite famille. Mais ce qui s'est passé là-bas a laissé des traces que je n'ai jamais pu effacer, même après toutes ces années. C'était pendant une nuit particulièrement chaude cet été-là. Nous étions allongés dans notre lit, nus, comme on le faisait souvent à cause de la chaleur. Je dormais profondément quand, soudain, ma copine m'a réveillé d'un coup sec en me donnant une claque.
Très drôle, a-t-elle dit d'un ton accusateur. Complètement groggy, je me suis retourné, agacé qu'elle m'ait tiré de mon sommeil, et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle tenait dans sa main une grosse clé à molette réglable, de celles qu'on utilise pour bricoler. Elle m'a raconté, visiblement bouleversée, qu'elle avait été réveillée par le froid métallique de l'outil posé sur sa poitrine. Elle pensait que c'était une de mes blagues, un de ces petits tours que j'aimais jouer. Mais je lui ai juré que ce n'était pas moi. Elle ne voulait pas me croire, bien sûr. Pourtant, je savais pertinemment que ce n'était pas mon œuvre. Une panique sourde a commencé à monter en moi. Si ce n'était pas moi, alors quelqu'un avait dû entrer dans notre maison. Je me suis levé en vitesse et j'ai vérifié toutes les portes et fenêtres. Tout était verrouillé. Je savais que la clé à molette venait de ma boîte à outils, qui était dans un placard en bas. Mais à ce moment-là, l'accès au placard était complètement bloqué par les travaux de rénovation de notre cuisine. Cette simple réalité rendait la situation encore plus inexplicable. Pendant 3 nuits, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais convaincu qu'un intrus s'était introduit dans la maison, mais il n'y avait aucune preuve. Aucun signe d'effraction. Juste cette clé à molette, posée là, sans explication. Ce n'était que le début. Des choses étranges se sont accumulées dans cette maison. Parfois, au milieu de la nuit, on entendait des bruits de pas à l'étage alors que tout le monde dormait en bas. Une fois, je me suis réveillé pour découvrir que la baignoire s'était remplie à ras-bord, au point qu'en y trempant juste le bout des doigts, l'eau s'est mise à déborder. Des coups sourds résonnaient parfois, sans qu'on sache d'où ils venaient. Ces phénomènes étaient suffisamment troublants pour que peu de gens aiment passer du temps chez nous. Ce n'est qu'après notre déménagement que nos amis et notre famille ont avoué qu'ils trouvaient l'endroit oppressant et désagréable. En 2006, ma vie avait changé. Je n'étais plus avec ma fille et sa mère, et je vivais dans un autre quartier. Une nuit, je suis sorti boire un verre avec des collègues. La serveuse derrière le bar me lançait des regards de temps en temps, et je pensais qu'elle était intéressée. Finalement, elle est venue me parler. Elle m'a demandé où j'avais été à l'école et où je travaillais, car elle disait reconnaître mon visage. On a discuté, et elle m'a dit qu'elle vivait à Essex. Je lui ai répondu que j'y avais habité aussi et elle a précisé la rue. Quand elle a donné son numéro de maison, j'ai senti un frisson parcourir mon corps, c'était 302, la même maison où j'avais vécu. Ce qu'elle a dit ensuite m'a complètement retourné. On y vit depuis 5 mois, mais je déteste cet endroit. Mon copain et moi sommes persuadés que la maison est hantée. Une fois, je me suis réveillé en pleine nuit avec un verre vide posé sur ma poitrine. J'ai parlé de l'histoire de la clé à molette, et elle s'est mise à pleurer. Nous avons échangé nos numéros pour en discuter plus tard. Une semaine après, elle et son copain m'ont dit qu'ils avaient quitté la maison pour aller vivre chez les parents de celui-ci. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. Je suis, et j'ai toujours été, sceptique vis-à-vis des fantômes et du surnaturel. Mais cette maison, il y avait quelque chose. Même aujourd'hui, mon ex est convaincu que c'était moi qui avais placé la clé à molette sur elle cette nuit-là. Pourtant, je sais que ce n'était pas le cas. Je n'ai aucune explication rationnelle, mais je suis sûr d'une chose, quelque chose d'étrange se passait dans cette maison. Un jour, alors que je rentrais chez moi, j'ai emprunté mon chemin habituel qui passait devant la maison d'un vieux monsieur du quartier. C'était une petite maison tranquille, avec une clôture basse et un jardin modeste. Son chien, un gros labrador noir aux yeux perçants, était souvent dehors, couché près de l'entrée. Ce jour-là, il était debout, immobile, et il me fixait avec une intensité inhabituelle. Il y avait quelque chose dans son regard, une sorte de vigilance que je ne lui avais jamais remarquée auparavant. Alors que je passais devant la clôture, j'ai entendu une voix. Pas un aboiement, ni un grognement, mais une voix claire, humaine. Elle disait en anglais, « Dégage de là ». J'ai immédiatement arrêté de marcher, choqué par ce que je venais d'entendre. J'ai regardé autour de moi, pensant que quelqu'un d'autre avait parlé, mais il n'y avait personne. Les rues étaient calmes, et seules les branches des arbres bougeaient doucement sous l'effet du vent. Je me suis tourné vers le chien. Il me fixait toujours, impassible,
comme s'il n'avait rien dit ou peut-être comme s'il savait que je venais de comprendre quelque chose d'important. Cette expérience m'a frappé au plus profond de moi. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours ressenti une affinité particulière avec la nature. J'ai grandi entouré de forêts, souvent en compagnie de mon grand-père. Il était un homme simple mais sage, qui croyait fermement que la nature parlait à ceux qui savaient l'écouter. Il disait souvent, « Les arbres murmurent leurs secrets, les ruisseaux chantent leurs histoires, et les animaux, eux, ils regardent au-delà de ce que nous voyons. » Avec lui, j'ai passé des heures à observer le comportement des oiseaux, à suivre les traces des cerfs, et à apprendre à lire ce que la forêt voulait montrer. Ces leçons m'ont profondément marqué. Elles m'ont appris que tout, dans le monde naturel, est interconnecté. Ce jour-là, en entendant ce chien parler, j'ai ressenti quelque chose de semblable. Pas de la peur, mais une étrange certitude que cet instant avait une signification particulière. Ce n'était pas juste une coïncidence ou un malentendu. C'était comme si une ligne invisible avait été franchie, une barrière entre deux formes de communication, et que ce moment m'était destiné. Il y avait une énergie dans l'air, une vibration presque palpable, comme si tout ce qui m'entourait avait brièvement changé. Depuis cet épisode, je réfléchis souvent à ce que cela signifie. J'ai passé des années à explorer la forêt et à comprendre la vie qui s'y cache, et je crois profondément que les êtres humains possèdent en eux une capacité latente à interagir avec le vivant d'une manière que nous avons oubliée. Peut-être que ce chien, d'une manière ou d'une autre, a été le catalyseur de cette connexion. Mon grand-père m'aurait probablement dit que c'était une réponse de la nature, un signe pour me rappeler que cette connexion existe toujours, même si nous ne la comprenons pas pleinement. Ou peut-être était-ce une autre forme de réalité qui s'est brièvement manifestée, une anomalie dans l'ordre des choses. Ce jour-là, j'ai ressenti ce que mon grand-père appelait le murmure des choses invisibles. Une certitude tranquille que la nature, sous ses apparences simples, recèle des mystères bien au-delà de ce que nous imaginons. Depuis, chaque promenade, chaque interaction avec le monde naturel prend une nouvelle dimension. Ce moment m'a rappelé qu'il y a toujours plus à voir, à entendre et à comprendre, si seulement nous savons écouter. Un jour, je me suis arrêté à une station-service pour acheter quelque chose rapidement à l'intérieur. C'était une journée tout à fait ordinaire, rien de particulier dans l'air. Après avoir payé et quitté le magasin, je me dirigeais tranquillement vers ma voiture quand un homme imposant s'est approché de moi. Il portait un t-shirt avec le logo d'une entreprise de viande ou quelque chose du genre, et avant que je puisse comprendre ce qu'il voulait, il m'a demandé d'un ton direct, « Est-ce que ça vous intéresse d'acheter de la viande surgelée en gros ?» Honnêtement, j'étais complètement fauché à ce moment-là. Tout ce que j'avais, c'était un crédit disponible de $500 sur ma carte, que je gardais pour des urgences. Acheter de la viande en gros n'était clairement pas dans mes plans, ni dans mes priorités. Mais ce qui s'est passé ensuite reste un mystère pour moi. Avant même que je ne puisse réfléchir ou ouvrir la bouche pour dire non, j'ai entendu ma propre voix répondre « oui ». Pas un oui hésitant ou poli, mais un oui affirmé, presque urgent, comme si ma vie en dépendait. L'homme a aussitôt ouvert l'arrière de son camion, rempli de caisses de viande sous vide. En un rien de temps, j'avais acheté un mois entier de poissons et de poulets surgelés. Je suis retourné chez moi avec mon coffre plein et l'esprit complètement embrouillé. Je ne savais pas pourquoi j'avais dit oui. Ce n'était pas moi. Je n'avais aucune intention d'acheter quoi que ce soit, et pourtant quelque chose avait pris le dessus. Assis chez moi plus tard, entouré de sacs remplis de viande, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à cet instant. Mon oui était sorti si naturellement, si irrévocablement, qu'il semblait presque venir d'une autre personne. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette impression étrange que ce n'était pas mon propre libre arbitre qui avait guidé mes actions. C'était comme si quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, avait pris le contrôle pendant un moment. Je n'ai jamais réussi à expliquer cette expérience. Ce oui qui n'était pas le mien reste un mystère, une décision qui ne semblait pas venir de moi. Tout ce que je sais, c'est que pendant un mois, j'ai mangé du poisson et du poulet sous vide tous les jours, en me demandant à chaque repas ce qui m'avait poussé à faire cet achat insensé. Quand j'étais en 4e, j'allais dans une petite école chrétienne privée.
Les cours commençaient à 8 heures, mais comme mon père devait partir travailler tôt, il me déposait souvent vers 7h15. Pendant ce temps, j'allais dans une sorte de garderie avant les cours, où un adulte surveillait les élèves arrivés en avance. Ce matin-là semblait tout à fait ordinaire. Je me sentais bien, comme d'habitude. Une fois dans la salle, je suis allé au fond de la cafétéria, à mon endroit habituel. Je posais ma tête sur la table et fermais les yeux quelques minutes pour me détendre avant que la journée commence. Soudain, j'ai ressenti une douleur vive dans ma poitrine. La meilleure façon de la décrire, c'est de dire que cela ressemblait à une crampe, comme celle qu'on peut avoir dans les jambes après un effort physique intense, mais située en plein milieu de ma poitrine. Même si c'était intense, je ne me suis pas affolé. Je me suis levé calmement et j'ai quitté la salle pour me diriger rapidement vers les toilettes au bout du couloir. Mais à mesure que j'avançais, la douleur devenait de plus en plus forte, comme si elle m'écrasait de l'intérieur. Ma vision a commencé à s'obscurcir, et juste avant de m'effondrer, j'ai compris que je n'allais pas arriver jusqu'à la porte des toilettes. La dernière chose dont je me souviens, c'est de tomber à genoux sur le sol. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient. La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller, allongé sur le sol du couloir. En me redressant, j'ai tout de suite remarqué deux détails très étranges qui, encore aujourd'hui, me perturbent profondément. La distance parcourue. Mon dernier souvenir avant de perdre connaissance était de me rendre compte que je n'allais pas atteindre la porte des toilettes. Pourtant, quand j'ai repris conscience, j'étais en fait déjà passé devant cette porte, comme si j'avais continué à avancer pendant que j'étais inconscient. L'absence de témoins. Le couloir était habituellement animé à cette heure-là, car c'était la fin de la période de garde avant les cours. Pourtant, au moment où je suis allé vers les toilettes, il n'y avait absolument personne. Et quand je me suis réveillé, le couloir était toujours vide. Je me suis traîné jusqu'aux toilettes pour me calmer et m'assurer que cette douleur étrange ne reviendrait pas. Une fois remis, je suis simplement retourné dans la salle de garde et j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. Ce qui est encore plus étrange, c'est que je me suis senti parfaitement bien le reste de la journée, et cette douleur n'est jamais réapparue depuis. Aujourd'hui, cette expérience reste un mystère pour moi. Comment ai-je pu avancer après m'être évanoui? Pourquoi personne ne m'a vu ou aidé, alors que c'était un moment où le couloir aurait dû être bondé? Je n'ai pas de réponse, mais j'y pense encore régulièrement. J'ai gardé ça pour moi pendant longtemps, mais en y repensant, je me demande si ce n'était pas un problème médical sous-jacent que je devrais mentionner à mon médecin. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous médical prévu dans quelques semaines, et je compte bien aborder ce sujet. Peut-être que ce qui s'est passé ce matin-là a une explication, ou peut-être que c'est simplement l'un de ces mystères inexplicables de la vie. Quoi qu'il en soit, cette journée reste gravée dans ma mémoire comme un moment étrange et inexplicable. Quand j'étais adolescent, mon père a rechuté dans sa dépendance à la drogue et à l'alcool. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois-là a été celle de trop. Ma mère et moi n'en pouvions plus. Ce soir-là, furieux et épuisés, nous avons pris la voiture pour quitter la maison, au moins un moment. Il fallait fuir cette atmosphère étouffante, trouver un peu d'air. C'était une nuit noire, et la colère bouillonnait en nous comme jamais auparavant. Alors que nous roulions dans la rue, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les lampadaires, un par un, ont explosé et se sont éteints dès que nous les approchions. Ce n'était pas juste une coïncidence isolée. Pendant 3 blocs entiers, chaque lumière que nous dépassions s'éteignait dans un crépitement brusque, plongeant la rue dans l'obscurité derrière nous. Dans le silence de la voiture, nous avons échangé un regard. Ni ma mère ni moi n'avons dit un mot sur le moment, mais on pouvait lire la même pensée dans nos yeux. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On avait l'impression que notre colère, si puissante et si intense, était en train de se répercuter sur le monde extérieur, d'une manière presque surnaturelle. Une fois que nous nous sommes éloignés de cette rue, les lampadaires ont cessé de s'éteindre. La lumière est redevenue stable, et l'étrange phénomène a pris fin. Nous avons continué à rouler un moment en silence, jusqu'à ce que ma mère, d'un ton hésitant, dise « C'était quoi ça ?» Je n'avais aucune réponse à lui donner. Ce moment était irréel, presque effrayant. Des années plus tard,
ma mère et moi parlons encore de cette nuit. Pendant plusieurs années, mes amis et moi avions notre rituel. Chaque soir, nous nous retrouvions dans un café local, un petit endroit cosy qui était devenu notre refuge. Nous étions 6, toujours les mêmes, et cet endroit était le cœur de notre amitié. On y jouait à des jeux de société, on partageait des histoires et on parlait de tout jusqu'à ce que la fatigue nous rappelle à l'ordre. C'était une période simple, pleine de souvenirs précieux. Un été, quelque chose a changé. Un nouveau visage est apparu, Isaac. Il était de notre âge, mais il venait d'un autre état et passait l'été chez ses grands-parents, qui habitaient dans le coin. Isaac s'est intégré à notre groupe comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il arrivait chaque soir à pied et passait des heures à jouer avec nous, à discuter, à rire. On partageait des anecdotes, on débattait sur des sujets absurdes, et il semblait parfaitement à sa place parmi nous. Chaque nuit, je le ramenais chez ses grands-parents en voiture, et il me remerciait toujours avec cette simplicité qui le caractérisait. C'était un été marqué par sa présence, une parenthèse où tout semblait évident et fluide. Quand l'été a pris fin, Isaac est retourné chez lui. Il n'y a pas eu de grande cérémonie d'adieu. Il nous a dit au revoir, et la vie a repris son cours. Les mois et les années ont passé, et notre groupe a commencé à se disperser. Les emplois, les déménagements, et les obligations de la vie adulte ont fait leur œuvre. Les soirées au café sont devenues plus rares, jusqu'à ce qu'elles cessent complètement. 5 ans plus tard, un soir de vacances, nous avons décidé de nous retrouver. Tous les anciens étaient là, assis à la même table, dans le même café, ravivant les souvenirs de cette époque. On riait en évoquant nos histoires, nos blagues, nos soirées interminables. En plein milieu de cette discussion, j'ai mentionné Isaac. Je me suis souvenu de cet été où il s'était joint à nous, et j'ai lancé « Vous vous rappelez d'Isaac ? Ce gars qui venait cet été-là, il restait chez ses grands-parents. Il jouait toujours avec nous. » Un silence étrange s'est installé autour de la table. Tout le monde semblait perplexe. Ils se regardaient, essayant de comprendre si c'était une plaisanterie ou une référence qui leur échappait. Mais non, personne ne se souvenait d'Isaac. J'ai insisté, décrivant son visage, ses habitudes, les trajets que je faisais pour le ramener chez lui. Mais rien. Aucun souvenir ne remontait chez mes amis. Ils n'avaient absolument aucune idée de qui je parlais. Quelques jours après cette soirée, je suis allé chercher des preuves. Je savais que je n'inventais pas cette histoire. En fouillant dans de vieilles photos, j'en ai trouvé une de cet été-là. Isaac était là, debout parmi nous, souriant, un jeu de société posé devant lui. Je l'ai envoyé à tout le monde, convaincu que cela réveillerait leur mémoire. Mais même avec cette preuve sous les yeux, personne ne le reconnaissait. Ils voyaient la photo, mais pour eux, c'était comme si cet Isaac n'avait jamais existé. Les années ont passé, et ce mystère persiste. Isaac était réel pour moi. Ses rires, ses histoires, ses soirées passées à nos côtés sont gravées dans ma mémoire avec une clarté absolue. Pourtant, je suis le seul à m'en souvenir. Cela donne à cette période un air étrange, comme un rêve partagé dont je serai le seul témoin. Je ne sais pas pourquoi lui, pourquoi cet été, ni pourquoi ce souvenir est devenu un fantôme pour les autres. Mais chaque fois que je repense à ces nuits au café, Isaac reste là, figé dans mes souvenirs, aussi vivant et tangible que les autres. Il y a quelques années, j'étais au travail quand un de mes collègues, S, a fait une crise d'épilepsie massive. Apparemment, c'était sa toute première crise, ce qu'il nous a confirmé plus tard. Tout le monde a paniqué, évidemment. On ne savait pas trop quoi faire, et dans le chaos, un homme que personne ne connaissait est soudainement apparu. Il s'est approché calmement, a pris le contrôle de la situation et a maintenu S avec précaution pour éviter qu'il ne se blesse en se cognant contre un bureau. Quand la crise est passée, il s'est relevé, a vérifié que tout allait bien, et a dit quelque chose comme « L'ambulance ne devrait pas tarder, j'ai fait ce que je devais faire. » Et il est parti, tout simplement. C'est seulement après que S ait été transporté à l'hôpital que nous avons vraiment commencé à réfléchir à ce qui venait de se passer. Personne ne savait qui était cet homme.
Il n'était pas l'un des nôtres, et pourtant, il avait agi comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'est que l'accès à notre bâtiment nécessitait un badge, et que le site était totalement fermé au public. Nous étions seulement 12 dans cette petite équipe, et cet homme ne faisait certainement pas partie de nous. On a posé des questions, vérifié auprès des autres étages et demandé à la sécurité, mais personne n'a vu ou signalé un inconnu dans le bâtiment ce jour-là. C'est comme s'il était apparu de nulle part, avait fait ce qu'il avait à faire, puis s'était éclipsé. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication rationnelle pour cette histoire. Était-ce un professionnel de santé qui se trouvait là par hasard? Un ancien employé qui avait encore accès? Ou quelque chose de plus mystérieux? Peu importe qui il était ou d'où il venait, il a été au bon endroit, au bon moment. Mais le mystère reste entier, et on ne saura probablement jamais qui était cet homme ni comment il a pu apparaître dans un endroit où il n'aurait pas dû être. Quand j'avais 7 ou 8 ans, je passais souvent les vendredis soirs chez ma grand-mère. C'était comme une tradition, et je l'adorais. Elle me gâtait toujours, mes plats préférés, des bonbons, des soirées télé tardives. C'était un petit paradis pour moi. Mais une nuit, quelque chose d'étrange s'est produit, un événement que je n'ai jamais oublié, même après toutes ces années. Alors que j'étais assis devant la télévision, bien installé avec une couverture et des snacks, j'ai soudain ressenti une envie inexplicable de téléphoner à ma mère. Ce n'était pas une inquiétude, pas une peur. Juste une impulsion, comme si je devais le faire. J'ai pris le téléphone et composé son numéro, un numéro que je connaissais par cœur, évidemment. Mais quand la personne à l'autre bout du fil a décroché, ce n'était pas ma mère. C'était une femme, mais sa voix m'était inconnue. Et là, sans réfléchir, presque comme si les mots sortaient tout seuls, j'ai dit « Maman, viens me chercher ». Ces mots, je ne les avais pas planifiés. Jusqu'à cet instant précis, je n'avais aucune intention de rentrer chez moi. J'aimais être chez ma grand-mère, et je n'avais aucune raison de vouloir partir. Mais ils sont sortis de ma bouche, spontanément. La femme au bout du fil a immédiatement commencé à paniquer. Sa voix est devenue tremblante, et elle m'a répondu d'un ton pressé, « Où es-tu » Ce moment a été un choc. Ce n'était pas ma mère, et ça m'a frappé d'un coup. Une montée soudaine de confusion et de gêne m'a envahi, alors j'ai simplement raccroché sans rien dire de plus. Je suis resté là, figé pendant une seconde, avant de revenir à ce que je faisais, comme si rien ne s'était passé. Je n'en ai jamais parlé à ma grand-mère, ni à mes parents. C'était une expérience si étrange que je n'ai jamais su comment l'expliquer. Mais malgré son apparente insignifiance, cet incident est resté gravé dans ma mémoire pendant plus de 30 ans. Je me demande parfois ce que cette femme a ressenti après cet appel. A-t-elle cru que c'était un véritable SOS d'un enfant en détresse? A-t-elle essayé de retrouver le numéro ou de comprendre d'où venait l'appel? Et surtout, pourquoi ai-je ressenti cette impulsion soudaine et inexpliquée de composer ce numéro et de dire ces mots? Ce moment, si petit dans l'immensité de ma vie, continue de me hanter, non pas par son intensité, mais par son mystère. Un jour, j'ai menti à mon travail pour obtenir une semaine de congé. J'ai inventé une histoire un peu élaborée, je devais soi-disant assister aux funérailles d'un membre de ma famille, la cousine de ma grand-mère, qui vivait au Texas. En réalité, je n'avais pas du tout prévu de me rendre à un enterrement. Mon véritable plan était de profiter d'une maison de luxe où un ami à moi faisait du gardiennage. C'était l'occasion parfaite pour me détendre, jacuzzi, bar bien fourni, tout le confort imaginable. Le premier jour de mon vacances, je m'installais à peine, prêt à profiter pleinement de cette semaine idyllique, quand j'ai reçu un appel. Ma famille m'annonçait que la cousine de ma grand-mère était décédée ce matin-là. Ils me disaient qu'ils allaient partir au Texas pour assister aux funérailles et qu'ils s'attendaient naturellement à ce que je les accompagne. Je suis resté là, figé, le téléphone à la main, pris entre la culpabilité et l'ironie de la situation. Je venais de mentir pour inventer cet événement tragique, et voilà que la réalité s'était alignée sur ma fiction d'une manière terrifiante. Tout le luxe et la détente que j'avais imaginé semblaient s'éloigner à mesure que le poids de cette étrange coïncidence s'installait en moi. Finalement,
je suis allé au Texas avec ma famille et j'ai assisté aux funérailles. Pendant tout le voyage, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à ce qui venait de se produire. Une part de moi se disait que c'était une pure coïncidence, mais une autre part était convaincue que l'univers m'avait donné une leçon. Ce n'était pas seulement un moment étrange, mais un rappel que la vie a parfois des façons inattendues et presque surnaturelles de nous rappeler à l'ordre. Depuis cet épisode, je suis beaucoup plus prudent quand il s'agit d'inventer des excuses ou de manipuler la réalité pour mon propre confort. Cette expérience m'a appris qu'il y a des forces, qu'on les appelle le karma, le hasard, ou même une simulation, qui semblent répondre à nos actions de manière imprévisible. Et, dans mon cas, cette réponse m'a donné une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Quand j'étais plus jeune, ma mère m'avait donné une bague qui avait appartenu à ma grand-mère, décédée depuis quelques années. C'était un objet précieux, chargé de souvenirs et d'émotions, et j'y tenais énormément. La bague était trop grande pour mes doigts, alors je l'avais accrochée à une chaîne pour la porter autour de mon cou, comme un collier. Cela me permettait de l'avoir toujours avec moi. Un jour, à l'école, je me souviens avoir joué distraitement avec la bague pendant que je travaillais en classe. Je sentais son poids familier contre ma peau, et je la faisais tourner au bout de la chaîne tout en écoutant le professeur. Tout semblait normal. Mais à la fin de la journée, en sortant de l'école avec les autres élèves, j'ai soudain réalisé que la chaîne n'était plus autour de mon cou. La bague avait disparu. Mon cœur s'est immédiatement serré. Je suis retourné en courant dans ma classe, essayant de me rappeler où j'avais pu la perdre. J'ai cherché sous les bureaux, autour de ma chaise, et même dans les couloirs que j'avais empruntés plus tôt. Mais rien. La bague semblait s'être volatilisée. J'étais dévasté. Cet objet était bien plus qu'une simple bague, c'était un lien tangible avec ma grand-mère, et je ne pouvais pas accepter l'idée de l'avoir perdue. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, j'avais encore ce sentiment de vide, une tristesse qui pesait lourd. J'ai poussé la porte de ma chambre, et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a stoppé net. La bague, toujours attachée à sa chaîne, était posée sur mon oreiller, parfaitement centrée, comme si quelqu'un l'avait placée là avec soin. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui se passait. La maison était calme, et personne d'autre n'était passé dans ma chambre avant moi. Ma mère était dans la cuisine, et elle n'avait pas pu la retrouver à l'école ni la ramener. Il n'y avait aucune explication rationnelle à ce que la bague soit là. La précision avec laquelle elle avait été posée, comme si elle m'attendait, m'a donné un sentiment étrange, presque surnaturel. C'était rassurant d'une certaine manière, mais aussi profondément troublant. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu expliquer comment cette bague était réapparue de cette façon. Je n'ai pas osé poser trop de questions, mais j'ai ressenti une sorte de gratitude silencieuse, comme si quelqu'un ou quelque chose veillait sur moi et savait à quel point cet objet comptait pour moi. Pendant plusieurs semaines, j'ai ressenti tous les symptômes d'une grossesse. J'avais déjà été enceinte auparavant, et tout semblait exactement pareil, la fatigue, les nausées, cette sensation indescriptible mais familière dans mon corps. Je savais que quelque chose se passait. Je commençais à faire des tests de grossesse quotidiennement. Au début, ils étaient négatifs, mais à mesure que les jours passaient, de faibles lignes apparaissaient. C'était subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour me faire croire que j'étais sur le point d'obtenir un test positif clair. Une nuit, les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Je me suis senti tellement malade, un mal de tête viole, des nausées insupportables que je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis resté toute la nuit près de la fenêtre ouverte, espérant que l'air frais m'aiderait à me sentir mieux. Le matin, persuadé que j'étais bel et bien enceinte, j'ai refait un test. Cette fois, une ligne très pâle est apparue. Ce n'était pas encore très net, mais cela confirmait mon intuition. Peu après, j'ai eu une conversation avec ma sœur jumelle, par curiosité. Je lui ai demandé si elle ne se sentait pas mal ces derniers temps. Sa réponse m'a surprise. Oui, j'étais malade toute la nuit dernière. Pourquoi ? Je lui ai raconté que je ressentais des symptômes étranges depuis un moment, et elle m'a répondu, presque sans hésiter, moi aussi. Puis,
Comme si c'était la chose la plus normale du monde, elle m'a envoyé une photo de son échographie. C'est encore tôt, ne dis à personne, a-t-elle ajouté. J'ai été stupéfaite. À ce moment-là, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Mes symptômes semblaient inexplicablement alignés avec sa grossesse. 2 jours plus tard, j'ai eu mes règles, et avec elles, tous les signes de grossesse ont disparu. C'était comme si mon corps avait synchronisé ses sensations avec celles de ma sœur jumelle. C'était un week-end ordinaire chez mes grands-parents, un de ces moments simples et réconfortants. Ils étaient en train de dîner dans la salle à manger, tandis que je jouais dans le salon. Leur maison avait un plan ouvert, donc on pouvait facilement se voir et se parler d'une pièce à l'autre. Tout était calme, normal, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. Soudain, la maison a été plongée dans l'obscurité. La coupure de courant a tout éteint d'un coup, les lumières, la télévision, tout. Je me souviens du noir complet, de cette obscurité dense qui vous enveloppe instantanément. Mais avant même que je puisse bouger ou dire un mot, les lumières sont revenues. Ça n'avait duré qu'1 seconde, peut-être 2 au maximum. Une coupure de courant, rien de plus. Du moins, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Mais quand les lumières se sont rallumées, tout avait changé. Ma grand-mère, qui dînait dans la salle à manger quelques secondes auparavant, était maintenant dans sa chambre, endormie dans son lit. Et mon grand-père ? Lui, il n'était plus à table non plus. Il était dans le garage, comme s'il avait été là tout ce temps. J'étais figé. Ce que je voyais n'avait aucun sens. Je savais ce que j'avais vu avant la coupure, mes grands-parents étaient ensemble à table. Et pourtant, maintenant, ils étaient dans des endroits totalement différents. Ce changement soudain, inexplicable, m'a laissé complètement déconcerté. J'étais jeune, peut-être 5 ou 6 ans, et je n'avais pas les mots pour exprimer à quel point cela me troublait. Je me suis contenté de rester là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'ai jamais oublié cet instant. Maintenant, à 31 ans, je repense encore à cette soirée avec un mélange de fascination et de confusion. Mes grands-parents sont tous les 2 décédés depuis, emportant avec eux les seuls indices qui auraient pu expliquer ce qui s'était passé. Je n'ai jamais parlé de cette expérience à beaucoup de gens, car il est difficile de la décrire sans qu'elle paraisse ridicule. Pourtant, pour moi, ce moment était réel, et il a laissé une empreinte indélébile. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu l'impression que la réalité elle-même avait vacillé. Je ne sais pas si c'était un simple bug dans mon esprit d'enfant, une coïncidence inexplicable, ou quelque chose de plus profond, mais cet événement a marqué mon enfance. À ce jour, je n'ai toujours aucune explication, seulement ce souvenir vif, comme une anomalie dans le tissu de la réalité. C'était une journée ordinaire au magasin où je travaillais à l'époque. Comme toujours, j'accueillais les clients avec un sourire et leur proposais mon aide si besoin. Une femme est entrée ce jour-là, et dès qu'elle a franchi la porte, elle avait une manière particulière de me regarder, comme si elle me connaissait. Pendant environ 10 minutes, elle a parcouru les rayons, jetant des regards dans ma direction, presque insistants. Je l'ai remarqué, bien sûr, mais je ne m'en suis pas trop préoccupé. Je me suis contenté de continuer mon travail, comme d'habitude. Le hasard a voulu que ce soit moi qui la serve à la caisse. Elle est venue déposer ses articles devant moi, et tout le temps que je scannais ses achats, elle me fixait avec une intensité presque dérangeante. Ce n'était pas une expression hostile, loin de là, mais plutôt comme si elle cherchait quelque chose en moi, comme si elle lisait à travers mon âme. Puis, sans prévenir, elle a dit quelque chose qui m'a profondément marqué, « Ne change jamais qui tu es ». Sa voix était calme, mais empreinte d'une certitude presque solennelle. Je me suis arrêté un instant, déconcerté. Pourquoi disait-elle ça ? Nous n'avions échangé aucun mot avant ce moment, et elle ne savait rien de moi. Je lui ai souri, un peu confus, sans trop savoir quoi répondre, et elle a quitté le magasin, me laissant seul avec cette phrase qui tournait dans ma tête. Même maintenant, des années plus tard, cette rencontre reste un mystère pour moi. Je ne sais pas ce qui l'a poussée à me dire ça. Peut-être qu'elle a ressenti quelque chose en moi, une énergie ou une aura que je ne perçois pas moi-même.
Ou peut-être qu'elle voulait juste semer un peu de positivité, mais sa manière de me parler semblait tellement ciblée, tellement personnelle, que j'ai du mal à croire que c'était un simple hasard. En y réfléchissant, je me demande si ce n'était pas une sorte de message destiné à me rappeler de rester fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Parfois, dans des moments où je doute de mes choix ou de ma direction, cette phrase revient dans mon esprit comme un ancrage. Elle m'a marqué bien au-delà de ce que je pourrais expliquer rationnellement. C'est comme si, ce jour-là, l'univers, ou quelque chose de plus grand, avait décidé de m'envoyer un rappel, un encouragement pour continuer sur mon chemin. Peut-être que cette femme était simplement un booster, une sorte de guide anonyme, placé là pour m'aider à avancer. Quoi qu'il en soit, cette rencontre a laissé une trace durable en moi, et je ne l'oublierai jamais. Il y a des moments dans la vie qui défient toute logique, des événements si précis et improbables qu'ils semblent orchestrés par quelque chose de plus grand. Ce que j'ai vécu ce jour-là en est un exemple parfait. Quand je travaillais pour une entreprise d'environ 250 employés, je connaissais vaguement un homme, un collègue avec qui je n'échangeais que des « bonjours » rapides en passant. Il n'était pas dans mon cercle proche, mais un jour, la tragédie l'a frappé. Il a eu un accident de voiture en s'endormant au volant, et sa fiancée, qui était passagère, est morte. Après cela, il n'a plus jamais remis les pieds au travail. Peu de temps après, j'ai quitté l'entreprise et déménagé à l'autre bout de l'État, laissant cette période de ma vie derrière moi. Des années plus tard, son souvenir a commencé à refaire surface de manière persistante et inexplicable. Ce n'était pas juste une pensée passagère, mais une sorte d'urgence mentale, comme un mémo que mon cerveau me rappelait sans cesse. Chaque fois que je repoussais cette pensée, elle revenait, encore plus forte. Une idée claire et précise s'imposait à moi, je devais dire à cet homme qu'il devait se consacrer à l'œuvre de Dieu. C'était étrange, surtout venant de moi, quelqu'un qui n'est pas particulièrement religieux, mais plutôt spirituellement agnostique. Pourtant, ce sentiment était si intense que je ne pouvais pas l'ignorer. Un jour, alors que je revenais dans mon ancienne ville, je suis allé faire quelques courses dans le magasin où je travaillais auparavant. Mon ami, qui m'accompagnait, était parti dans une autre allée, me laissant seul avec mes pensées. Et c'est à ce moment précis qu'il est apparu. L'homme que je n'avais pas vu depuis des années passait devant moi, comme si l'univers l'avait placé là. Je suis resté figé, ma bouche probablement ouverte. Je ne savais pas quoi dire, surtout en connaissant son histoire tragique. Mais cette pensée persistante dans mon esprit m'a poussé à agir. Alors, sans réfléchir, j'ai dit « Salut ». Ça peut sembler bizarre, mais depuis 6 mois, j'ai ce sentiment que je dois te dire quelque chose, tu devrais travailler pour Dieu. Désolé si ça te paraît étrange. Sa réaction m'a pris au dépourvu. Ses yeux se sont écarquillés, il s'est tourné vers la personne qui l'accompagnait et a dit « Est-ce que tu as entendu ce qu'elle vient de dire ?» Puis, à ma grande surprise, il s'est mis à pleurer. Il m'a remercié plusieurs fois et m'a demandé s'il pouvait me prendre dans ses bras. Après avoir repris son calme, il m'a expliqué que, depuis l'accident, il avait construit une nouvelle vie. Il avait étudié et décroché un emploi bien rémunéré qu'il aimait, mais malgré tout, il sentait qu'il manquait quelque chose. Récemment, pour la première fois depuis la tragédie, il était retourné à l'église. On lui avait offert une grosse promotion, impliquant un déménagement à l'autre bout du pays, mais il hésitait. Il avait commencé à envisager l'idée d'aller au séminaire pour devenir pasteur. Il avait même prié, demandant à Dieu de lui envoyer un signe clair pour savoir s'il faisait le bon choix. Je suis resté sans voix. Tout ce que j'ai pu répondre, c'était « Eh bien, c'est tout ce que j'avais à te dire. Bonne chance, j'espère que tout ira bien. » Puis je suis allé rejoindre mon ami, laissant l'expérience se dissoudre dans l'ordinaire. C'était l'automne dernier, je crois. J'étais tranquillement chez moi aux Pays-Bas avec un ami, tous les deux laitons. On discutait de tout et de rien quand, tout à coup, une pensée étrange m'est venue à l'esprit. Sans aucune raison apparente, j'ai commencé à penser au présentateur laiton de Qui veut gagner des millions. Cela faisait au moins 5 ou 6 ans que je n'avais ni entendu parler de lui, ni même pensé à lui. Je l'avais complètement oublié, jusqu'à ce moment précis.
J'ai demandé à mon ami s'il se souvenait de lui. Il m'a répondu que son nom lui disait vaguement quelque chose, mais il ne s'en souvenait pas vraiment. Alors, je lui ai expliqué, c'était l'animateur de cette émission télévisée. Il m'a demandé pourquoi j'y pensais, et je lui ai répondu simplement, je ne sais pas, c'est juste venu dans ma tête. C'était une remarque anodine, une pensée fugace qui semblait n'avoir aucune signification particulière. Le lendemain, en lisant les nouvelles, j'ai été frappé par une annonce. Ce même présentateur était en voyage aux Pays-Bas avec sa famille, et il était décédé subitement dans la rue d'une crise cardiaque. Ce qui m'a choqué encore plus, c'est que cet événement s'était produit le jour même où j'avais pensé à lui. Cette coïncidence m'a profondément troublé. Ce n'était pas la première fois que quelque chose de semblable m'arrivait. Parfois, des pensées aléatoires surgissent dans mon esprit, et peu de temps après, elles semblent se matérialiser dans la réalité. Parfois, mes amis en sont témoins. Ils ont vu à plusieurs reprises que je disais quelque chose, sans raison particulière, et que cela finissait par se produire. Je ne sais pas comment expliquer ces expériences. Elles semblent dépasser la simple logique ou les coïncidences ordinaires. Ce qui s'est passé avec ce présentateur reste gravé dans ma mémoire, comme une manifestation étrange d'une connexion ou d'une intuition que je ne maîtrise pas. Il y a quelques années, mon mari, qui travaille avec des clients dans le domaine de la guérison des traumatismes, avait une session prévue ce jour-là. Il fait souvent ce travail par Skype ou Zoom, même avant la pandémie. Comme d'habitude, il s'est installé dans le salon pour son appel, et de mon côté, je suis allé dans notre chambre, j'ai fermé la porte, et je me suis mis à travailler sur mon ordinateur portable. Une routine normale, rien d'extraordinaire. Environ 20 minutes après le début de sa session, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation inexplicable, comme si ma peau me picotait, une sorte de frisson désagréable qui semblait venir de nulle part. Ça m'a immédiatement sorti de ma concentration. Je me suis arrêté de taper, et levé les yeux de mon écran, et c'est là que je l'ai vu. Dans ma chambre, à quelques mètres de moi, un homme est entré. Ce n'était pas une personne ordinaire. Il avait une apparence étrange, floue, presque holographique, comme s'il était là sans vraiment l'être. Ce qui m'a frappé, c'était la blessure qu'il portait, une plaie visible à la tête, qui ressemblait à une blessure par balle. Tout s'est passé en une fraction de seconde, mais c'était si vif que j'ai à peine eu le temps de réagir avant qu'il ne disparaisse. Je suis resté assise là, figé, complètement perplexe. J'ai essayé de rationaliser ce que je venais de voir. Était-ce un jeu de lumière? Une hallucination? Mais rien dans la pièce ne pouvait expliquer ce que j'avais perçu. Après un moment, je me suis levé, et quand mon mari a terminé sa session, je lui ai raconté ce qui s'était passé, encore sous le choc. C'est alors qu'il m'a révélé que la femme avec qui il travaillait ce jour-là avait perdu son mari 5 mois auparavant. Il était militaire, revenu d'un déploiement en zone de combat, et souffrait de troubles de stress post-traumatique sévères. Finalement, incapable de surmonter son traumatisme, il s'était suicidé. La cause de sa mort? Une blessure par balle à la tête. Quand il m'a dit cela, un frisson glacé m'a parcouru. Ce que j'avais vu dans cette chambre correspondait parfaitement à cette description. Ce n'était pas simplement une coïncidence. Je ne crois pas avoir imaginé cela. Tout semblait aligné, comme si, d'une manière ou d'une autre, cet homme avait trouvé un chemin pour se manifester à travers cette session, cherchant peut-être à exprimer quelque chose ou à se reconnecter. Je ne sais pas ce que cela signifie vraiment. Ce genre d'expérience est difficile à classer ou à expliquer rationnellement. Mais ce moment, ce que j'ai vu et ressenti, reste gravé dans ma mémoire. Cette nuit-là, il y a quelques années, je ne me sentais vraiment pas bien. Après quelques shots de trop, j'ai décidé d'aller me coucher, espérant que le sommeil arrangerait les choses. Mais cette nuit-là, le sommeil m'a plongé dans un rêve qui m'a laissé une impression troublante. Dans ce rêve, ma petite amie de l'époque est entrée dans ma chambre. Elle fouillait mes tiroirs, et je la regardais, incapable de comprendre ce qu'elle faisait. Elle a sorti une boîte de préservatifs et le couteau de chasse qu'elle m'avait offert. Je me souviens de la précision de ses gestes,
elle a mis un préservatif sur la lame, comme si elle faisait un rituel minutieux. Puis, lentement, elle a tourné son regard vers moi, et avant que je puisse réagir, elle a poussé la lame dans ma poitrine. Je me souviens de la douleur. C'était une sensation vive, brûlante, et pourtant je ne pouvais que la tenir dans mes bras, la suppliant d'arrêter. Mais elle continuait, inexorablement, jusqu'à ce que le manche du couteau presse contre mon sternum. Pendant un moment, le temps semblait suspendu. Puis, soudain, elle s'est transformée en poussière, disparaissant sous mes yeux, emportant le couteau avec elle. Je me suis réveillé en sursaut, la douleur dans ma poitrine toujours présente. C'était si réel que j'ai passé des heures à essayer de comprendre ce que je venais de vivre. La douleur s'est finalement dissipée, mais l'étrangeté de ce rêve m'a suivi toute la journée. Le lendemain, j'ai décidé d'aller chez elle. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que je la voie. Quand je suis arrivé, elle m'a fait asseoir, et après un moment d'hésitation, elle m'a avoué quelque chose qui a tout changé. Elle m'a dit qu'elle avait découvert qu'elle était lesbienne et qu'elle ne voyait pas comment notre relation pourrait fonctionner, surtout avec mon déménagement imminent. J'ai écouté, un peu engourdi, incapable de ne pas penser au rêve de la nuit précédente. C'était comme si mon subconscient avait compris ce que mon esprit refusait de voir. Ce couteau dans ma poitrine, la douleur, la disparition, tout cela semblait représenter cette rupture imminente, la fin inévitable de quelque chose que je tenais à garder. Je ne sais pas ce qui a provoqué ce rêve, ni pourquoi il était si étrangement prophétique. Quand je vivais à l'étranger, loin de ma famille, j'ai vécu un moment étrange qui continue de me hanter. C'était le jour où mon grand-père est décédé. Je ne savais rien à ce moment-là. Ce jour-là, je me sentais bizarre, fatigué, comme si quelque chose clochait, mais sans pouvoir en identifier la raison. Une sorte de malaise flottant m'accompagnait tout au long de la journée. Finalement, je suis rentré chez moi plus tôt que prévu et j'ai décidé de faire une sieste pour essayer de me sentir mieux. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillé brutalement avec une douleur intense dans l'estomac. Ce n'était pas une douleur ordinaire. C'était comme si un poids énorme m'écrasait, coupant mon souffle. J'avais l'impression que je pouvais mourir sur le moment. Mon corps entier semblait figé dans cette souffrance, une sensation étrange et inexplicable. Cela n'a duré qu'1 ou 2 minutes, mais c'était suffisant pour me laisser complètement désorienté. Une fois la douleur dissipée, je me suis senti vidé, comme si quelque chose avait changé en moi. Ce sentiment de malaise persistait, alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère pour lui parler. C'est à ce moment-là que j'ai appris la nouvelle. Mon grand-père était décédé, et ce, exactement à l'heure où j'avais ressenti cette douleur étrange. Je suis resté sans voix. Dans ma famille, et dans la culture asiatique en général, il y a des croyances profondes sur les connexions spirituelles et les liens familiaux. Mon grand-père et moi partagions exactement le même signe astrologique chinois, jusqu'à l'élément qui y était associé. Selon ces traditions, cela signifie souvent qu'il existe un lien spécial entre deux personnes, un lien invisible mais puissant. Mes parents m'ont dit qu'ils n'étaient pas surpris par ce que j'avais ressenti, car ils croyaient que mon grand-père et moi étions connectés d'une manière unique. J'ai passé des jours à réfléchir à ce moment. Pendant toute ma vie, je n'avais jamais vraiment pris conscience de ce lien. Ce n'est que lorsqu'il est parti que j'ai ressenti sa force. Ce que j'ai vécu ce jour-là a changé ma perception de la connexion entre les membres de la famille, au-delà de la distance, au-delà de ce que l'on peut expliquer par la logique. Je garde désormais une profonde gratitude pour ce moment, même s'il a été troublant. C'était comme si, dans ces derniers instants, il avait tendu la main à travers le temps et l'espace pour me faire savoir qu'il partait. Quand je travaillais en soins palliatifs, j'ai eu l'honneur de m'occuper d'un homme d'une grande douceur. C'était un patient paisible, toujours reconnaissant pour l'aide qu'on lui apportait, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est ce qui s'est passé la nuit où il est décédé. Une expérience si étrange et émouvante qu'elle reste gravée dans ma mémoire. Cet homme, cloué dans un fauteuil roulant depuis des années, avait perdu sa femme 5 ans auparavant. Il en parlait parfois, avec une affection palpable, mais ce soir-là, tout était différent. Bien que son état général ait décliné,
il semblait animé d'une énergie nouvelle. Contre toute attente, il s'était levé de son fauteuil et marchait, chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il répétait, presque avec excitation, que sa femme venait le chercher. La première fois qu'il a dit cela, la nurse et moi avons pensé qu'il était confus, peut-être à cause de la fatigue ou des médicaments. Nous l'avons aidé à se recoucher, mais il ne restait jamais longtemps au lit. À chaque fois, il insistait, « Elle arrive, elle vient me chercher ». C'était à la fois touchant et troublant. Finalement, après plusieurs allers-retours entre son fauteuil et son lit, nous avons réussi à l'installer confortablement dans sa chambre. Il semblait plus calme, comme s'il avait accepté quelque chose. Alors que nous étions sur le point de partir, il a fixé la porte ouverte, vide, avec une intensité inhabituelle. Puis, d'une voix empreinte de sérénité, il a dit « Oh, mes filles, elle est là ». Ce moment nous a figés sur place. Il ne parlait pas de manière confuse ou désorientée. Il semblait vraiment voir sa femme, comme si elle se tenait juste là, dans l'encadrement de la porte. Peu après, il est devenu inconscient, et environ 1 heure plus tard, il est décédé paisiblement. J'étais en 3e, une de ces nuits où le sommeil refuse de venir. Je me suis glissé hors de mon lit, descendu les escaliers en silence pour ne pas réveiller qui que ce soit, et je suis allé dans la cuisine. De là, je pouvais voir mon père dans le salon, assis devant la télé, regardant Star Trek. Je l'ai observé pendant un moment, environ 10 minutes, immobile, tandis que les images de la série défilaient sur l'écran. Quand une pause publicitaire a commencé, je me suis dit qu'il était temps de remonter. Mais avant de quitter la cuisine, j'ai remarqué que la lumière du garage était allumée. Intrigué, j'ai poussé la porte pour jeter un œil, et là, je l'ai vu, mon père, en train de trier le recyclage dans le garage. Il semblait concentré, absorbé par ce qu'il faisait. J'ai trouvé ça étrange, car quelques secondes auparavant, je l'avais vu dans le salon. Sans réfléchir, je suis retourné dans la maison pour voir ce qu'il en était. Mais quand je suis revenu dans le salon, il n'y avait plus personne. La télévision, qui diffusait encore Star Trek quelques instants plus tôt, était éteinte. Pas de son, pas de lumière, rien. La pièce était plongée dans un silence total. Je suis resté là, figé, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Mon père ne pouvait pas être dans 2 endroits à la fois, mais je savais ce que j'avais vu. Cette nuit-là, je suis remonté dans ma chambre, mais le sommeil m'a encore échappé. Depuis, cet épisode me hante. J'ai maintenant 32 ans, et il n'y a pas une année où je ne repense pas à ce moment. Mes amis et moi avions une habitude bien ancrée, traîner régulièrement dans un centre commercial un peu à l'écart de la ville, que nous appelions simplement Malin. L'endroit n'était accessible que par une autoroute, une route rapide sans trottoir ni chemin piéton. Une nuit, nous avons décidé sur un coup de tête de nous rendre à un autre centre commercial, Mal 2, plus proche de la ville. Les 2 centres étaient reliés par cette même autoroute, et bien que nous n'ayons ni voiture ni argent pour un taxi, l'idée de parcourir les 6 km à pied nous semblait faisable. La nuit était froide et venteuse, avec un vent assez fort qui sifflait à travers la route déserte. Malgré cela, nous étions de bonne humeur, riant et discutant de tout et de rien pour passer le temps. Je portais une lampe torche, que j'utilisais pour faire clignoter une lumière vers les voitures qui approchaient, histoire qu'elles nous remarquent sur l'accotement. C'était dangereux, mais nous étions prudents et attentifs. Le chemin comprenait une section particulière, un grand vallon tristement célèbre, connu comme un endroit où des meurtriers jetaient leurs victimes. De nombreux corps avaient été retrouvés là au fil des années. L'idée de traverser cette zone nous mettait mal à l'aise, mais nous étions 4, et chacun de nous avait un couteau pour se protéger. Nous nous sommes dit que tout irait bien. Finalement, nous sommes arrivés à Mal 2 sans problème apparent. Nous nous sommes installés pour discuter de l'expérience, contents d'avoir accompli ce défi à pied. C'est alors que nous avons réalisé quelque chose de troublant, aucun de nous ne se souvenait d'avoir traversé le vallon. Pourtant, c'était le seul chemin possible entre les 2 centres commerciaux. Après en avoir parlé, nous avons conclu que nous avions probablement été absorbés par notre conversation et n'avions pas fait attention.
Le lendemain, cependant, une nouvelle télévisée a complètement changé notre perspective. Un corps avait été découvert dans le vallon la nuit précédente, précisément à l'heure où nous étions censés passer par là. Les images capturées par un hélicoptère de la chaîne montraient un groupe de 4 personnes, avec une lampe clignotante, à proximité de l'endroit où le corps avait été retrouvé. C'était nous. Incontestablement. Pourtant, aucun de nous ne se souvenait d'avoir vu quoi que ce soit, ni d'avoir été là. Cette expérience nous a marqués profondément. Nous sommes même allés consulter un neurologue, cherchant une explication rationnelle à cette étrange amnésie collective. Rien d'anormal n'a été trouvé. Nous étions en parfaite santé. 6 mois plus tard, nous étions de retour à Malin, cette fois avec la même idée, retourner à Mal 2 à pied. Nous avons emprunté exactement le même chemin. Cette fois, aucun incident ne s'est produit, mais une fois encore, nous ne pouvions nous souvenir d'avoir traversé le segment de la route qui passait par le vallon. Après cette seconde expérience, nous avons décidé qu'il valait mieux ne plus jamais tenter ce trajet. Il m'est arrivé quelque chose d'inexplicable, un événement qui défie toute logique. Cela remonte à un jour ordinaire, un jour où je pensais rentrer chez moi pour retrouver la tranquillité de ma routine. Pourtant, cette soirée-là, quelque chose a craqué dans la réalité. Ce n'était pas la première fois que je remarquais des anomalies. Parfois, je faisais tomber un objet, comme un stylo ou une boucle d'oreille, et il semblait disparaître à jamais, englouti par une dimension parallèle. D'autres fois, je retrouvais chez moi des doubles d'objets dont je savais pertinemment ne posséder qu'un exemplaire. Mais ce qui s'est passé ce soir-là a dépassé tout ce que j'avais pu imaginer. J'étais rentré chez moi, fatigué de ma journée, et j'avais jeté mes clés de voiture sur la table de l'entrée, comme d'habitude. En me retournant pour enlever mon manteau, quelque chose a attiré mon attention. Il y avait 2 trousseaux de clés sur la table. 2 trousseaux absolument identiques. Je me suis figé, incrédule, et j'ai pris quelques secondes pour digérer ce que je voyais. Je m'approchai lentement, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Je pris les 2 jeux de clés pour les examiner. Ils étaient parfaitement identiques, même porte-clés en cuir, même usure sur les bords, même rayure sur la clé principale. Rien ne les distinguait. Pourtant, je savais que c'était impossible. Je ne possédais qu'un seul jeu de clés. Le doute s'insinua en moi, avais-je oublié que j'en avais un double ? Mais c'était absurde, j'aurais eu une raison de le créer. Ma curiosité dépassa rapidement mon inquiétude. Je décidai de vérifier si ce second trousseau fonctionnait réellement. Je pris mes 2 jeux de clés et sortis de chez moi pour les essayer sur ma voiture. Le premier trousseau, mon original, fonctionna parfaitement, comme toujours. Puis, je tentai avec le second. À ma grande surprise, il fonctionnait tout aussi bien. La voiture se déverrouilla, le moteur démarra sans problème. Ce n'était pas une imitation. C'était une copie parfaite, jusqu'à la moindre imperfection. Assis dans la voiture, je tentais de comprendre. Il n'y avait aucune explication rationnelle. Je savais que quelque chose d'inhabituel venait de se produire, quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Après quelques minutes, je coupai le moteur et retournai à l'intérieur. Mais en entrant chez moi, je fus frappé par une nouvelle anomalie, le premier trousseau avait disparu. Celui que j'avais jeté sur la table, celui que je tenais encore quelques minutes plus tôt, s'était volatilisé. Je fouillai la pièce de fond en comble, mais il n'était nulle part. C'était comme si la réalité avait corrigé son erreur. Une partie de moi voulait croire que j'étais simplement fatigué, que j'avais mal vu ou mal compris. Mais non, tout était trop clair. J'avais vu ces 2 trousseaux, j'avais tenu ces 2 trousseaux, et maintenant, l'un d'eux avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Ce n'était pas la première fois que j'étais témoin de quelque chose de bizarre, mais cette fois-ci, j'avais touché l'impossible du bout des doigts. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de regarder les objets autour de moi d'un autre œil, comme s'ils pouvaient à tout moment trahir une faille dans ce que nous appelons la réalité. Chaque fois que je pose mes clés ou que je perds un objet, je m'interroge, est-ce la réalité qui se fissure, ou est-ce moi qui commence à voir au-delà des apparences ? Je n'ai pas encore de réponse, mais au fond, je sais que ce que j'ai vécu n'était pas un simple accident.
C'était un bug, une anomalie dans le grand programme que nous appelons le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.